Dr Karl Weiss est avec nous. Bonsoir, Dr Weiss. Bonsoir, Patrice. Je vous montre le tableau de la journée pour le Québec avec le taux d'hospitalisation, 6,4 %. Ça bouge à peu près pas depuis des jours et des jours. Soins intensifs, la même chose. On a beaucoup parlé du malheur des CHSLD. De l'autre côté, est-ce que vous continuez à dire que c'est une très bonne nouvelle que les hôpitaux désignés ne débordent pas? Oui, c'est une très bonne nouvelle. On voit que dans les hôpitaux, je vous dirais, on a réussi à quand même tenir, je vous dirais, l'assaut de la vague. Donc, on n'a pas eu des hospitalisations débridées. On n'a pas eu des débordements des soins intensifs. Oui, il y a une augmentation. Il y a eu beaucoup plus de travail qu'habituellement. C'est un hôpital complètement différent de ce qu'on voit habituellement dans tous les hôpitaux qui sont pris avec les cas de COVID-19. Mais je vous dirais, le Québec a réussi certainement, je dirais, son pari au niveau des hôpitaux de façon générale à maintenir le système à flot. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est les CHSLD où la bataille se joue, c'est les centres de soins prolongés, les résidences pour personnes âgées, etc. C'est là où, évidemment, on voit actuellement que le nombre de décès est malheureusement élevé. Et aussi, bon, on a encore des cas, on est encore dans une phase, je vous dirais, assez active du nombre de cas, surtout qu'on ne teste pas tout le monde. Alors, les gens qu'on teste, on voit qu'on a quand même 900, 1000 cas par jour nouveaux qui s'additionnent. Donc, on est quand même dans... Et c'est sûr que c'est seulement la pointe de l'iceberg. Donc, on sait qu'il y a encore de la transmission intense, etc. Mais ça n'a pas d'impact sur l'utilisation des lits dans les soins aigus. C'est une cascade, évidemment. Il y a les cas d'abord, ensuite les hospitalisations et ensuite, malheureusement, pour plusieurs, les décès. Alors, on ne faut pas s'attendre, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une baisse des décès significative tant qu'il n'y a pas une baisse du nombre de cas en amont, là. Ben, tout à fait. Surtout au niveau des soins prolongés, des CHSLD. Il y a des patients, malheureusement, qui vont encore décéder. Vous savez, c'est comme un peu, il faut s'imaginer, c'est comme une roue qui a été lancée. Vous savez que vous allez l'arrêter, mais vous n'allez pas l'arrêter net. La roue va prendre un certain temps. Vous allez devoir la retenir pendant un certain temps pour qu'elle arrête son mouvement. Alors, c'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est une espèce de balancier qui a été envoyé, puis qu'on va ralentir, qu'on va arrêter, mais on ne peut pas l'arrêter instantanément. Très bien. Dr Weiss, quelques questions du public. L'information a circulé à l'effet que les hommes seraient plus à risque d'attraper la maladie et de développer des complications. Est-ce le cas? Alors, en réalité, il y a plus d'hommes hospitalisés que de femmes et il y a eu plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Il faut aussi savoir que des fois, les hommes ont plus de facteurs confondants qui sont des facteurs de risque que les femmes. Donc, quand on parle, par exemple, des problèmes de maladies pulmonaires, cardiaques, diabète, etc., donc souvent, il y avait cet aspect-là. Mais il y a eu aussi la discussion qu'au point de vue génétique, les femmes, mais vous savez, au point de vue immunitaire, les femmes sont le sexe fort. C'est connu là, en médecine depuis longtemps, les femmes ont tendance à avoir moins de mortalité pour des causes, par exemple, de maladies infectieuses fulminantes et aiguës que les hommes. Et ça, c'est vrai dès la naissance. Hein. C'est-à-dire, si vous prenez des hommes, des filles, des garçons d'en bas d'1 an, puis après ça, vous prenez des enfants, puis tout au long de la vie. Donc, les femmes sont le sexe fort au point de vue immunitaire. Et donc, il y a peut-être un aspect aussi génétique qui fait que les hommes font des maladies plus sévères, entre guillemets, que les femmes. Mais il y a d'autres facteurs confondants qui sont le tabac, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, etc. Très bien. Pas juste en médecine, d'ailleurs, pour le sexe fort. Est-ce que la transpiration est un vecteur de transmission au même titre que les gouttelettes de la bouche et du nez? Non, pas du tout. Alors, la transpiration, c'est pas une façon de transmettre le virus à date. Donc, définitivement, non. Je saute à la question 4. Si le virus a besoin d'un hôte, une cellule vivante, on l'a beaucoup expliqué, pour se reproduire, comment se forme alors la toute première? C'est une question presque philosophique, là. C'est une question philosophique, c'est créer la vie. Alors, écoutez, là, vous me posez une question où je ne serais certainement pas capable de répondre. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que je veux peut-être dire à travers cette question-là
que les gens disent oh, il y a un virus qui a été créé en laboratoire. On ne peut pas créer un virus en laboratoire. On peut prendre des virus, les modifier. On peut essayer d'introduire des gènes dans des virus. Mais on ne peut pas créer un virus parce que créer un virus, c'est créer la vie. Et on est à des années-lumière de la capacité de créer la vie dans l'humanité actuellement de cette façon-là. Donc, de synthétiser un virus à partir de rien, là, on n'est pas capable de faire ça. Oui, c'est ça, parce que là, vous faites référence aux rumeurs, là, que ça serait issu d'un laboratoire chinois, là, où on aurait... pour l'instant... C'est-à-dire, ce qui est possible, c'est que dans un laboratoire où les conditions de travail et de sécurité n'étaient pas adéquates, et il n'y avait pas, je vous dirais, un comportement de façon très réglementée de la part des gens qui y travaillaient, qu'un virus avec lequel on travaillait dans ce laboratoire s'est retrouvé dehors en du confinement. Ça, c'est possible. Mais de créer le virus, ça, c'est une autre histoire. Très bien. Deux très rapides questions, docteur. Avec l'arrivée de l'été, que faire des systèmes de climatisation et de ventilation? Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Et je finis toujours par une question d'un enfant. Mathéo, je ne sais pas quel âge a-t-il. Est-ce que le virus a des pattes? Si je l'ai sur un bras, est-ce qu'il peut remonter jusqu'à mon nez? Alors, non. La façon dont... Il n'y a pas de pattes. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on peut le déplacer, évidemment. Si je l'ai sur mon bras, je touche mon bras. Voilà. Et puis après ça, je me touche le nez. Oui, je peux le transporter. C'est pour ça que c'est important de ne pas se toucher la face de façon continuelle et de faire attention de bien se laver les mains. Parce que ce sont les mains qui sont nos vecteurs de ce virus-là. Alors, il n'y a pas de pattes, mais il est capable de se déplacer avec nos mains. Très bien. Je vous ajoute une petite dernière. Il me reste un peu de temps. Combien de virus on avale quand on est en contact avec le virus? 4, 6, 1 million? Oh, souvent, on parle de millions de virions. Il faut savoir qu'un virus, c'est extrêmement petit. Hein. On parle souvent de dixièmes, de millionièmes de microns. Donc, c'est tout petit. Ça prend donc des millions de particules qui vont souvent nous infecter. Alors, il y a beaucoup de virus qui nous infectent quand on l'attrape. Docteur Weiss, merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous. Vous aussi. Courage pour la suite. Au revoir. Alors, bon repos à tout le monde. Très bien. Merci. Au revoir.